Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA, podcast de retour après une semaine de pause avec un concept inauguré la saison dernière, le 4 quarts, un nom que je n'ai toujours pas approuvé, mais bon, faute de mieux. Pour m'accompagner aujourd'hui, il y a d'abord Madiane. Comment ça va, Madiane? Eh ben ça va, et c'est mon premier exercice du 4 quarts. J'avais loupé les 4 précédents, Sérieux? donc j'inaugure la formule. Ah, alors là, tu m'apprends quelque chose, Incroyable. moi. L'historien du podcast, on l'a entendu, on a aussi Tom qui est bien rodé pour le 4 quarts. Tom, comment ça va? Ça va très bien, écoute. La forme, j'espère que vous aussi, vous allez bien. C'est bientôt Noël, c'est génial, donc tout va bien. Et puis c'est aussi bientôt la finale du In-Season Tournament. On enregistre, et c'est très important à préciser, on enregistre avant les résultats. Pourquoi? Parce que on va parler d'une équipe dans ce 4 quarts qui est présente sur le parquet, donc sachez bien que notre analyse ne sera pas biaisée par le résultat de cette finale, ce podcast est enregistré un peu avant. Le 4 quarts, c'est le bilan de la NBA après 20 matchs. On va vous expliquer avec un peu plus de détails ce que c'est après la pause. En tout cas, on vous expliquera ce format après la pause. Je l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, que ce soit Apple Podcast, Spotify. Vous avez été nombreux. Oui, Tom, petit C'était simplement pour profiter pour faire un big up à Clément, du coup, un auditeur du podcast, un auditeur fidèle du podcast avec qui j'ai eu l'occasion de discuter et qui partage un point commun avec toi, Ben. Il est fan d'Orlando, Alors, mais aussi des Lakers. bonjour Clément, merci de nous Vous écouter. comprendrez l'affiliation potentielle. Par contre, on a une grande différence. Je ne suis pas fan du Magic. Mais en tout cas, merci Clément de nous écouter. Et vous avez été très nombreux à nous écouter. On a vu les stats Spotify, elles ont tout explosé. Donc, merci beaucoup. Clément d'Annecy. Eh ben, on salue Clément d'Annecy. On a d'ailleurs un membre de l'équipe à Annecy. On ne révélera pas qui, mais on a un membre de l'équipe à Annecy d'ailleurs. Retrouvez-nous aussi Super Du sur YouTube. Et puis, on marque une petite pause et on se retrouve pour débuter ce 4K. Pour rappel, le 4 quarts, c'est quoi? C'est un point régulier sur la saison. Tous les 20 matchs, on va faire un point sur les meilleurs performeurs et les moins bons performeurs, que ça soit du côté des équipes ou du côté des individus. Pour ce faire, chaque intervenant va choisir une stat pour mettre en avant pour chacune de ces 4 catégories, à savoir une stat équipe positive, une stat équipe négative, une stat individuelle positive, une stat individuelle négative. On va commencer, alors d'habitude on faisait un bloc équipe, un bloc joueur, un bloc équipe, un bloc joueur. Là vous allez voir, il y a des liens qui sont assez naturels dans cet épisode, donc on va commencer par le Magic. C'est toi Madiane qui a voulu les mettre en avant. Une des bonnes surprises de ce début de saison, Orlando. Vous allez voir que du côté du point positif équipe, on a des équipes qui étaient plutôt dans l'histoire du podcast un peu en difficulté. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur Orlando et ce début de saison, Madiane? Eh bien, je veux rendre hommage à la capacité défensive très particulière de ce Orlando Magic en vous donnant le nombre de tirs par match que peut réaliser l'adversaire, seulement 92,2 tirs par match. Et en fait, c'est ce qui leur permet d'être une aussi bonne défense. C'est une équipe très cohérente défensivement qui va venir harceler l'équipe adverse sur tout le terrain, qui va du coup, de par en fait les caractéristiques physiques de leurs joueurs qui sont plutôt des joueurs avec une grande envergure, les gêner. Donc ils vont provoquer beaucoup de pertes de balles, ils vont sécuriser beaucoup de rebonds et ils vont du coup autoriser l'équipe adverse à avoir très peu de tirs. Donc quand on regarde les pourcentages au tir de tous leurs adversaires, c'est plutôt dans la moyenne de la ligue. C'est-à-dire que quand leurs adversaires arrivent à trouver une opportunité de tir, c'est pas une excellente défense de contestation. Les tirs rentrent dans la moyenne de la ligue. Par contre, faut réussir à tirer. Et là, c'est une autre paire de manches et ça fait du Orlando Magic une des meilleures défenses de NBA et c'est la base qui leur permet du coup de faire un aussi bon début de saison. Il y a quelques semaines, Gabin avait dit quelque chose. Il avait fait une comparaison entre Orlando et Toronto en disant que c'était ce que devrait être Toronto. Est-ce qu'il n'y a pas un côté, Tom, Toronto dans le fait, au niveau peut-être pas des profils athlétiques, mais dans le fait d'être une équipe qui a un playmaking défensif au-dessus de la moyenne? Bah oui, il y a effectivement la notion de playmaking défensif. Quand tu vas prendre des joueurs comme, ce sont des joueurs qui sont pas forcément discutés, mais Jonathan Isaac et aussi Jalen Suggs sont des joueurs qui sont élites vraiment dans cette notion de mettre fin à des possessions offensives adverses, et que ce soit par des contres ou des interceptions. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette équipe-là, c'est que voilà, c'est une équipe qui est très grande, c'est-à-dire qui joue vraiment très très grand et
entre guillemets, qui offre des angles difficiles aux adversaires, qui fait que, comme tu dis, Madiane, parfois, ils ont même pas l'opportunité de prendre le tir. Du coup, ils ne permettent pas, comme tu disais, Madiane, aux adversaires de prendre les tirs. Et les tirs qui sont pris sont des tirs assez difficiles. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette équipe-là, elle arrive à faire ça en manquant de deux joueurs qui sont importants sur le côté défensif, en la personne, du coup, de Mark Elfus et aussi de... comment il s'appelle, le pivot Wendell Carter, Wendell Carter, qui oui, est tout à remplacé fait. du coup par Goga Bitadze, qui est très solide défensivement. Et tu l'avais mis en avant, Madiane, c'est une équipe jeune aussi. On en parlait Oui. en off. C'est ça qui est. On sait que d'habitude la défense c'est une affaire d'équipe expérimentée, mais ils sont extrêmement jeunes. La moyenne d'âge du 5 majeur qui a joué la plupart, qui a débuté la plupart des matchs, donc du coup, Panchero, Wagner, Suggs, Bitadze et Black, on est sur une moyenne d'âge inférieure à 22 ans. Le plus âgé, il en a 24. C'est hallucinant d'avoir une équipe aussi mature et aussi disciplinée avec aussi peu d'âge finalement dans l'effectif. Alors, c'est étonnant et c'est pas étonnant d'un autre côté parce que généralement, les joueurs qui arrivent dans la grande ligue transitionnent plus vite leur capacité défensive que leur capacité offensive. Ça, c'est un fait. C'est plus facile de reproduire bien comme il faut tes capacités défensives qu'offensives. Mais par contre, dans la cohérence d'un effectif global, si t'as trop de jeunes joueurs, généralement ta défense en pâtit très vite. Et là, on a un cas assez exceptionnel où il y a très peu de vieux briscards dans l'effectif. Bon, il y a Joe Ingles, mais qui joue vraiment en bout de rotation. Mais sinon, pas vraiment dans les joueurs importants. Et pourtant, la défense est extrêmement cohérente. Et il faut peut-être donner du crédit aussi au coach Jamal Mosley parce que très souvent avec ces coachs d'équipes qui ont été en reconstruction, qui ont été en bas de tableau, on a tendance à beaucoup, je pense, s'attarder sur ce qu'ils vont proposer au niveau offensif et pas voir les principes qu'ils ont pu mettre en place défensivement. Alors défensivement par rapport à une autre équipe dont on va parler un peu plus tard, il a peut-être plus d'éléments, Oui. beaucoup plus. Mais je trouve ça extrêmement solide ce qu'a pu faire Orlando. Et c'est une équipe qui avait une petite hype à l'intersaison. J'avoue que j'y étais pas vraiment sensible. J'étais un petit peu plus sceptique et il faut souligner ça. On va faire une transition rapide parce que Tom, toi, le joueur que tu voulais mettre en avant, c'était Jalen Suggs et justement ce playmaking défensif. Donc ça va nous permettre de clore cette partie Orlando, justement. Comment dire, Jalen Suggs, je pense que alors en regardant Orlando, on se rend compte du monstre défensif que c'est. Mais en fait, Jalen Suggs, cette saison, je trouve que, allez, sur la défense du point d'attaque globalement et en gros, pour moi, hein, Caruso et lui, par exemple, sont dans un monde différent des autres. Clairement. Alors, il y a des choses qui se passent aussi du côté de Boston avec notamment Derrick White qui est plutôt bon. Mais c'est vrai que eux, ils arrivent à avoir le côté descriptif plus le playmaking défensif qui va avec. Alors, par exemple, on parle de cette équipe d'Orlando qui joue pas mal, entre guillemets, de drop défensivement. Et en fait, on se rend compte que dans le drop, c'est quelque chose qui va revenir tout à l'heure, donc on va parler d'une autre équipe. Il y a deux éléments importants. Le positionnement de l'intérieur et la capacité du joueur à se battre pour passer en dessous de l'écran, enfin pour naviguer à travers les écrans. Et Jalen Suggs, il est très 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 fort à ça. Il est très très fort à ça pour naviguer à travers les écrans. Et en fait, c'est quelqu'un qui provoque, en plus du playmaking défensif classique, on va avoir par exemple les contres et les interceptions. C'est quelqu'un aussi qui provoque pas mal de fautes offensives parce qu'il arrive à rester attaché avec le défenseur. Enfin, et en fait, le défenseur est obligé de soit parfois d'étendre le bras pour créer la séparation et ça cause du coup des pertes de balles adverses et ça provoque une faute offensive. Et en fait, pour finir sur le côté statistique et le côté impressionnant en fait de la saison de Jalen Suggs sur le playmaking défensif globalement, quand on est sur ligne de glace, quand on prend les joueurs qui ont joué à peu près 400 minutes, alors le joueur qui a joué le plus de minutes, c'est aujourd'hui Nikola Vucevic, on a joué un petit peu plus de 700, donc j'ai essayé de prendre un petit peu plus de la moitié pour avoir quelque chose de potentiellement représentatif, et ça c'est l'équivalent par exemple de 20 minutes par match pour un gars qui aurait joué par exemple les 20 matchs. En fait, quand on prend ce que Clean Douglas considère comme des combos et les wings, parmi ceux qui ont un steal percentage au-dessus de 3 et un block percentage au-dessus de 1,2,
il y a 3 personnes. Il y a Caruso, il y a Jalen Suggs et il y a Matisse Thybulle. C'est tout. Très belle compagnie pour Jalen Suggs. Et je vais pas dire que c'est une rédemption, mais c'est aussi un joueur qui avait été beaucoup critiqué par rapport à la draft, là où il avait été pris. Donc c'est bien, Tom, de mettre en avant on voit une âme charitable, Tom, qui veut mettre en avant des joueurs qui ont été mis en difficulté. Ça ne sera pas mon cas plus tard dans l'épisode. En tout cas, les gars, est-ce que Madiane, t'avais ouvert le bal avec Orlando? Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, mais aussi de l'avenir de Jalen Suggs, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait quand même eu des micro-rumeurs cet été et que on n'était pas sûr que c'était la personne sur qui Orlando comptait. Et mine de rien, je pense que au vu de la construction de l'effectif et au vu du coup des 2 autres talents qui composent ce 5 et qui compte développer, ça me paraît être le bon fit et que finalement t'as pas besoin de plus parce qu'il t'apporte exactement ce qu'il te faut. Et, et certes, il sera pas le top joueur de l'équipe et c'est pas son rôle à date, mais ce qu'il apporte est très satisfaisant et c'est un solide titulaire là, clairement. Eh ben, avançons les gars. Alors, on a fait la petite particularité, on a fait donc un focus positif équipe Orlando Magic, un focus positif joueur Jalen Suggs. Revenons du côté des équipes avec les Minnesota Timberwolves, comme une autre des bonnes surprises de cette saison, une équipe qui est parmi les meilleures à l'Ouest. Tom, qu'est-ce que tu as de bon à nous dire sur les Wolves? Les Wolves, c'est carrément pour moi, hein, sur le premier quart de la saison, c'est la meilleure équipe de l'Ouest, globalement. C'est une équipe qui, en plus, n'a pas été épargnée d'un point de vue santé, puisque ils ont perdu McDaniels McDaniels qui joue toujours pas, hein, qui a quelques soucis de santé. Il y a eu des soucis aussi au niveau d'Anthony Edwards, qui s'est blessé face à OKC d'ailleurs sur une charge. D'ailleurs, on commence à voir l'impact des 65 matchs, puisqu'il est revenu vite. Il n'était pas encore lui-même. Là, il a joué encore un petit peu contre Memphis. Il a joué encore un petit peu. Il est ressorti. Il veut enquiller les matchs pour être éligible au LNB. On dit ça comme ça. Mais globalement, voilà, c'est une équipe qui est très importante, qui a pris totalement, en fait, l'identité de Rudy Gobert, en fait, cette saison, où c'est une équipe qui est monstrueuse défensivement. Ils sont 8 points en dessous de la moyenne de la ligue sur la défense, donc sur le defensive rating. Donc c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et voilà, c'est une équipe qui, non seulement a on va dire une identité fortement défensive, mais qui aussi sur le début de saison a tous ses paris qui fonctionnent bien. C'est-à-dire que on parlait de la défense du point d'attaque et de naviguer à travers les écrans. Nickel Alexander-Walker, je vous laisse aller voir ce qu'il fait aussi. Lui aussi, il est pas mal dans le domaine. Troy Brown Jr. qui sort de je ne sais pas où, qui leur donne de bonnes minutes aussi. Et en fait, c'est une équipe qui, quand on regardait la confection de cette équipe-là, elle avait on va dire qu'elle avait une profondeur essentiellement sur le front court et qui a trouvé avec Troy Brown Jr. et Nickel Alexander-Walker des joueurs qui peuvent aller sur le back court et suppléer potentiellement Mike Conley ou par exemple Anthony Edwards quand ceux-ci ne sont pas là. Donc c'est quelque chose à suivre, sachant que voilà, c'est une équipe qui est attendue au tournant et comme c'est une équipe qui a son identité basée sur Rudy Gobert, on va l'attendre sur les problématiques qu'il peut y avoir par exemple avec Rudy Gobert en playoff. C'est vrai qu'ils ont su trouver ces petits éléments, mais moi j'insisterai avant de te laisser la parole, Madiane, sur aussi leur formidable capacité à juste dominer n'importe quelle raquette qui n'arrive pas sérieusement. Je pense à un match, ils ont été joués contre Charlotte à Charlotte récemment, un match où Nasrid a fait un carton. Et en voyant ce match-là, tu vois que dès que ton secteur intérieur est pas au niveau, ou en tout cas dès que tu es à court de solutions dans le secteur intérieur, c'est une équipe qui va disposer de ça avec Nasrid, avec bien sûr Rudy Gobert, Karl Anthony Towns. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Effectivement, c'est pas la place, on n'est pas au moment aujourd'hui où on doit questionner certaines des choses, qu'on pourrait peut-être questionner sur d'éventuels matchs de play-off. Mais moi, c'est ça qui m'avait vraiment impressionné en voyant ce match-là, c'est que tu dois, contre ces Wolves version 2023-2024, tu dois avoir 48 minutes de qualité au poste de pivot, autrement, tu peux être extrêmement en difficulté. Et ça,
sur de la saison régulière, avec des rotations un peu chancelantes où les joueurs jouent pas beaucoup, il y a très peu d'équipes qui ont 48 minutes de bonne rotation au poste 5, donc, ou à l'intérieur. Donc ça, c'est un vrai élément pour eux qui va vraiment leur permettre de faire une bonne saison régulière. Madiane, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les Wolves? Déjà un hommage à notre Rudy Gobert, parce que mine de rien, à son arrivée, vu comment ça s'était passé l'an dernier, je commence à lever un sourcil autour de la cohérence globale suite au trade et du projet Wolves. Mine de rien, ça s'adapte bien, et défensivement, on retrouve ce qui nous a toujours produit en NBA et qui est toujours excellent match après match en saison régulière. Et c'est pas scandaleux de dire qu'il serait capable d'aller remporter un défenseur de l'année à la fin de cette saison. Et ce serait, il faut se rendre compte qu'un Français qui arrive à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose qu'on reverra sans doute pas de C'est sitôt. potentiel Hall of Famer, hein. Potentiel Hall of Famer. Enfin, ça va faire grincer des dents, mais du Gobert, potentiel Hall of Famer. Il faudrait qu'on refasse, je salue Madiane, on l'avait fait ensemble, le podcast Hall of Fame, on avait fait la liste et beaucoup de noms font grincer des dents, Tom, mais il va pas être bien loin, Rudy Gobert, quand tu feras le résultat à la fin. En tout cas, cette équipe a réussi à cliquer là où l'an dernier, on voyait que ça marchait pas. On voyait que la qualité individuelle des joueurs était là, mais ils n'avaient pas la cohérence défensive qu'il fallait. Ils n'avaient pas cette manière d'attaquer. C'est l'hiver, il fait froid. Vas-y, Madiane. Ils avaient pas cette manière d'aller exploiter les faillites défensives, notamment à l'intérieur, ce que vous avez exposé et qui est très juste. Et là, vraiment, on a un espèce de rouleau compresseur, comme au Jazz finalement, où tu sais que ça va gagner beaucoup de matchs cette saison et que ça a l'air d'être installé pour aller au bout. Pour les playoffs, c'est un autre débat, mais on est qu'au 4 quarts, c'est le premier. Pour l'instant, tout va bien. Exactement. Il faut comprendre que là, on juge les 20 premiers matchs. On ne donne pas notre avis sur ce qu'on peut penser un peu plus loin dans la saison. Je vous renvoie surtout quand même pour une vision un peu plus globale des Wolves, peut-être au post-mortem qu'on avait fait sur eux avec Amine, que je salue, où en fait, c'est vraiment une nécessité pour eux. C'était une nécessité pour eux de s'améliorer parce que à court terme, à moyen terme et à long terme, ils ont quand même peu d'options. Donc, c'était une nécessité pour eux de s'améliorer. Tom, un mot de la fin sur les Wolves? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils remplissent la promesse, ils remplissent la promesse qui s'était fixée. C'est-à-dire que ils sont, comme je le disais, ils ont 8 points de moins que la moyenne de la ligue défensivement et ils sont en dessous de ils sont un petit peu en dessous de la moyenne offensivement. Donc, ils se retrouvent largement premiers en defensive rating et ils sont aux alentours de la 12e, 13e place. Donc, ça fait une équipe élite. Puisque globalement, quand tu arrives à être dans le top 3, soit en attaque, soit en défense, si tu arrives à être à la moitié de la ligue, au moins de l'autre côté du terrain, tu es bien. Tu es très bien. C'est après, quand tu commences à rentrer dans des top 5, top 10, là, tu causes différemment. Mais en tout cas, statistiquement et dans ce qu'ils prouvent sur le terrain, parce que, encore une fois, c'est une équipe qui est constante. C'est une équipe qui est constante et là qui va être testée. Bon, là, ils avaient on va dire un calendrier plutôt clément et là, ils auront un calendrier un petit peu plus difficile sur le mois de décembre et la fin du mois de décembre et on en saura un petit peu plus sur cette équipe des Wolves. Mais en tout cas, l'objectif premier est rempli sur la première partie de saison en tout cas parce que ils font figure de contender crédible. Enchaînons. Tu parlais des équipes, Tom, qui étaient top 5 d'un côté, top 15 de l'autre. Alors on va passer à une équipe qui aime bien l'inverse, en tout cas, qui est une excellente attaque et qui, défensivement, a quelques largesses. On va parler des Pacers. C'est moi qui j'ai voulu mettre en avant les Pacers parce que pour moi, c'est un peu difficile de parler de ces 20-22, on a un peu triché, premier match de la saison, sans évoquer le cas des Pacers, qui sont, c'est ma stat, le rating offensif de leurs 5 Tyrese Haliburton, Buddy Hield, Bruce Brown, Obi Toppin, Miles Turner est à 139.2. Ils ont joué 227 possessions ensemble. Ce que j'ai été chercher, c'est en me disant, je me suis dit, on se situe où globalement dans l'histoire? Donc j'ai été chercher depuis 2004-2005 sur Cleaning de glace tous les 5 qui avaient joué 200 possessions et ils sont deuxième. Et là, vous allez me dire, oui, il y a un 5 qui est au-dessus. Je déteste quand on me fait ça, donc je vais pas vous le faire. Est-ce qu'il y en a qui veulent jouer aux devinettes ou pas? Est-ce qu'il y en a qui pourraient trouver quel est le 5 qui est encore au-dessus?
depuis 2004-2005. Alors, c'est un Les 5 Warriors, peut-être. Exactement. C'est un 5 qui Les avait Warriors. beaucoup gagné. Les Warriors, ouais. C'était les Warriors Version KD. avant, 2015-2016, Ah, ok. qui était à 141.7, ce qui est Oui, une la stat version 82 matchs des Warriors. Enfin, 60, 73 73. 73-9. Alors ensuite, une fois passé les stats, que dire de ces Pacers? Alors moi, je me méfie beaucoup très souvent des qualificatifs de League Pass Team, mais les Pacers en sont une. C'est-à-dire que c'est une équipe extrêmement agréable à avoir joué, qui joue à 100 à l'heure. Est-ce qu'ils sont capables de maintenir la pace actuelle toute la saison? J'ai quelques doutes quand même, parce qu'ils jouent à une vitesse folle, et ça a été beaucoup illustré récemment, mais vraiment la capacité avec laquelle ils ont, sur certains points, Rick Carlisle a accepté de concéder défensivement certaines choses pour repartir plus rapidement en attaque, laisser beaucoup d'1 contre 1 en défense, c'est assez fascinant. Pour ce qui est de leur capacité sur demi-temps en dehors de la transition, ou sur la transition, ce sont vraiment extrêmement efficaces avec Haliburton, mais on va parler d'Haliburton. Moi, ce dont je veux beaucoup parler, je vais faire un parallèle avec l'équipe que je vais mettre en avant négativement plus tard, c'est que leurs profils font très 2023. C'est-à-dire qu'ils ont un porteur de balle grand qui pull up et qui est sur des standards hallucinants. Ils ont beaucoup de mecs qui vont être à la réception et tirer énormément. Et ils ont énormément de joueurs capables de poser de bons écrans et de jouer dans les espaces. Donc, ils ont vraiment une formule qui est extrêmement agréable. Et moi, ce qui me fascine quand je vois jouer cette équipe, c'est la rapidité des prises de décision, pas seulement d'Haliburton, parce que bien évidemment, c'est facile de parler d'Haliburton, mais par exemple, les shooters, Buddy Hield, ouverts, ils tirent. Enfin, vraiment, il y a une simplicité. Alors oui, ils ont beaucoup de tirs ouverts, de par le génie d'Haliburton et aussi le mouvement de balle, mais la rapidité d'exécution des écrans, de la pose d'écran, des cuts qui sont un peu plus rares et tout, c'est une équipe qui exécute extrêmement vite. Et ça, je trouve que c'est particulièrement agréable à voir jouer. Alors, un peu à l'image de ce qu'on a dit sur d'autres équipes, j'ai quelques doutes sur peut-être ce qui peut être fait en saison, ce qui est viable en play-off, notamment défensivement, mais moi je voulais vraiment me concentrer sur l'attaque, sur le fait que c'est une attaque qui va vite, mais pas seulement dans la pace, mais dans la manière dont elle l'exécute, la manière dont elle fait les choix. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué en voyant jouer les Pacers récemment. Je vais te lancer toi, Tom, parce qu'ensuite, Madiane va nous faire un focus sur Haliburton. En fait, tu vois, on parlait tout à l'heure des Wolves qui étaient défensivement 8 points en dessous de la moyenne de la ligue. Ben, les Pacers, ils sont 9 points au-dessus de la moyenne de la ligue offensivement. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas l'autre côté du terrain, mais globalement, offensivement, c'est une équipe qui joue à un autre jeu. On est vraiment dans un autre standing. Voilà, c'est un peu dommage que malheureusement, Bénédicte Mathurin, il est un petit peu moins... t'as l'impression que Bénédicte Mathurin, il joue sa propre partition. Tu as parlé, tu vois, on voit vraiment la différence quand c'est lui qui joue et quand c'est Buddy Hield. Alors, tu me diras que les deux joueurs ont des styles de jeu totalement différents. Mais voilà, Buddy Hield, c'est un pyromane. À côté de Tyrese Haliburton, c'est bien. Ils ont un jeu, encore une fois, très espacé. Les role players sont très bons, prennent des décisions, comme tu dis, assez rapides. Et ça donne vraiment du basket un peu champagne du côté offensif. Mais parfois, défensivement, moi, j'ai beaucoup de mal. C'est ça aussi c'est ça qui me fait un peu mal avec le côté Darling Pass, c'est que c'est vraiment que du côté offensif. Puis de l'autre côté, c'est une équipe qui, ne subit pas beaucoup de 3 points, mais subit pas beaucoup de 3 points tout simplement parce que c'est trop facile d'aller dans la raquette. Elle se fait blitzer en défense, c'est une catastrophe. Voilà, c'est la blitzkrieg là. Ouais. Voilà. Donc non, mais c'est vrai que voilà, de point de vue offensif, il y a rien à dire. Les tirs rentrent, les tirs sont bien pris. Globalement, les décalages, comme tu dis, sont trouvés vraiment très vite. Il y a des choses qui sont faites offensivement où même si Tyrese Haliburton va trouver entre guillemets le premier décalage, mais il y a beaucoup d'amplificateurs de décalage et les décisions de tir sont prises vraiment très très rapidement. Et donc c'est une équipe qui va jouer beaucoup de possessions et en jouant beaucoup de possessions qui s'expose aussi de l'autre côté du terrain. Donc pour l'instant les tirs rentrent et tout va bien quoi. Mais au moment où les tirs rentreront moins, ils vont être obligés de faire un peu mieux défensivement parce que sinon ça va être le Portland d'il y a quelques années quoi. Deux choses avant de lancer Madiane sur Haliburton. Première chose, tu parlais de cet écart, Tom, avec la moyenne. Ils sont sur la base du plus gros écart, en fait. Ils sont vraiment au-dessus de la moyenne historiquement. Deuxième chose, je tiens à souligner quand même, avant d'entendre la plaidoirie de Madiane pour Haliburton, qu'il faut aussi noter que ils sont bons, ils sont moyens sans Haliburton sur le terrain. Moyen plus. Et ça, c'est un truc
je pense pas qu'on aurait vraiment parié dessus avant le début de la saison. Madiane, je te lance. Le joueur que tu as décidé de mettre en avant, c'est Tyrese Haliburton, superstar sur le début de saison. C'était évident de le mettre en avant, clairement, un 20 premiers matchs impressionnant. Et puis il est dans les discussions, et c'est ce qu'on se disait en off, il fait un début de saison de joueur top 10 NBA. Clairement, c'est ça. C'est au shoot, ça fait partie des bonnes saisons de Damian Lillard. Au pass, ça fait partie d'excellentes saisons à la création pour les autres. C'est extrêmement impressionnant parce qu'il cumule les deux. Ce qui est très intéressant, c'est que du coup, j'aurais pu mettre en avant des stats au tir, des stats un peu offensives. Moi, c'est surtout le fait qu'il soit leader au nombre de points générés par ses passes. Tout simplement. C'est le leader de la ligue et de loin. Derrière, il y a vite fait Jokic qui discute, mais qui a déjà un train de retard. On peut retrouver quelqu'un comme Trae Young, mais il est leader et clair leader. Et surtout, il est leader dans la propreté. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. C'est que Haliburton, on repère le potentiel, évidemment, depuis un moment, mais on se dit toujours, si le volume augmente, la qualité va descendre. Et là, cette saison, il a augmenté le volume, il a aussi augmenté la qualité de ce qu'il faisait. Ce qui me fait lever un sourcil, parce que ça veut vraiment dire qu'il rentre dans un cercle très très fermé de joueurs avec la production actuelle, et j'espère qu'il pourra la tenir, parce que vraiment, c'est extrêmement impressionnant. Donc, plus de volume, plus d'efficacité, il répond présent, que ce soit au tir, au playmaking, et il fait gagner son équipe, et en plus, quand il est pas là, c'est ce que tu as pointé, le rendement offensif de l'équipe, il est plus du tout le même, et ça se voit dans les stats. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus un joueur qui est dans un collectif qui fonctionne et qui va faire ses stats dans ce collectif parce que ça fonctionne bien. Non, c'est lui qui fait en sorte que ça fonctionne bien. Donc il est valuable dans cet effectif. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Clairement, pour moi, c'est le joueur de ce début de saison à noter. C'est Danny Noro qui disait ça. C'est la meilleure saison au tir pour un mec avec autant de responsabilités de l'histoire qui s'appelle pas qui s'appelle pas Stephen Curry en fait. Parce qu'en gros, les standards au shoot de Curry sont inimaginables. Donc en fait, il est hors concours. Voilà, mais c'est la meilleure saison en termes de volume et c'est ça. Tom, on va en parler, mais je parlerai pour moi du joueur que je veux mettre en avant, du pull-up. En fait, j'avais l'impression, honnêtement, en cherchant les stats sur cette séquence de 4 quarts, les gars, de voir Haliburton premier partout. Dans toutes les stats que je cherchais, il était premier. C'est terrifiant. Premier au pull-up à 3 points, il était premier partout. Et moi, ce qui me choque, c'est surtout avec la difficulté de certains tirs. Je trouve que c'est un mec qui a... j'ai toujours eu cette impression avec Haliburton que sa mécanique de tir fait que parfois, on a peut-être l'impression que le tir est plus difficile qu'il ne l'est vraiment. Vu avec sa mécanique de tir. Mais je trouve qu'il a quand même des tirs très difficiles et c'est un joueur qui, année après année, augmente son volume sans perte d'efficacité. Et ça, c'est dingue parce que nous, on le met souvent en avant dans le podcast. Il y a des monstres à petit échantillon, mais qui sont rarement des monstres à gros échantillons. Et c'est le cas d'Haliburton. Et ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. Et il fait ça avec une augmentation notamment de la partie playmaking, avec une énorme propreté, donc très peu de perte de balles. Et comme tu disais, des tirs difficiles. Moi, ce qui me marque avec lui, c'est sa capacité à pénétrer dans la raquette. Donc, c'est pas quelqu'un qui est très très rapide, mais qui arrive à profiter à chaque fois d'un avantage ou à surprendre le défenseur, puisque encore une fois, tu as dit à Haliburton, la particularité qu'il a, c'est qu'en fait, par rapport à la façon dont il prend ses tirs, c'est quelqu'un qui peut dégainer très très vite. Et en fait, il y a quand il sort de son dribble, il a la capacité de dégainer tellement vite que simplement en faisant une feinte, il peut ouvrir déjà un angle puisque le défenseur va réagir vite. Et en fait, ça lui permet de pénétrer, de faire en sorte que la défense rentre sur lui et puis soit finir au cercle, finir en flotteur ou sinon aller chercher des passes dans les coins une fois que l'aide est venue boucher la raquette, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui fait très bien et je pense qu'on a atteint en fait on va dire, je pense un autre pic de l'héliocentrie, un nouveau joueur héliocentré et à voir du coup combien de temps il va rester héliocentré ou comme toutes les versions héliocentrées qu'on a eues ces dernières années, on va lui rajouter un autre porteur de balle à côté. Vas-y, Vadiel. Moi j'avoue que je peux pas croire ce début de saison sur 82 matchs.
J'espère en fait que ce soit ça, et de toute façon moi je dis toujours je ne crois que ce que je vois, donc en fait j'espère qu'il va pouvoir les tenir, et surtout j'ai hâte de voir les playoffs parce que ça va être le juge de paix ultime de cette capacité-là. Mais moi ce que j'aime bien c'est effectivement facilité de pénétration, tu as noté Tom, et surtout les lectures entre les séquences défensives. Il reconnaît très vite qu'est-ce que va faire la défense, et il arrive très bien à l'anticiper. Et ça c'est la marque des très bons playmakers, parce que de par ce fait, ils trouvent toujours le gars libre, parce que ils auront anticipé les rotations défensives adverses. Et ça c'est pareil, c'est les capacités. Moi j'aime beaucoup ce que fait Luka Doncic à ce niveau-là, d'anticiper les tacs défensifs adverses, et je le vois chez Haliburton, et ça c'est, moi j'adore. Ça c'est ma petite Madeleine de Noël. J'adore les joueurs quand ils arrivent à faire ça, et c'est quelque chose, je pense, qui même en playoff sera retranscrit. Et il y a aussi toujours le fait, on réinvente pas, c'est pas une grande analyse, mais le fait d'être un grand porteur de balle, il voit des lignes de passe qui n'existent pas pour un mec plus petit. Première chose, deuxième chose, peut-être sans sans être sans être trop critique. Ce que je veux dire par le fait que je n'y crois pas, c'est que, en fait, à l'heure actuelle, Haliburton, même s'il perd 2 points d'efficacité sur certains tirs, il reste sur une saison historique. En fait, c'est ça, en fait. C'est peut-être que le côté historique de la saison me paraît fou parce que tu l'as dit, Mathieu, on en parlait avant en off, il serait sur des standards qui sont vraiment en dehors de Curry, c'est all-time. Donc c'est peut-être ça que j'ai du mal à accepter, mais c'est peut-être un blocage mental, et peut-être qu'un mec peut se rapprocher à de ce genre de saison. Avançons, les gars. Un dernier truc à dire, Madiane. Non, c'était juste 63,5% au true shooting. Et Juste, vu le régime, c'est Kevin Durant, hein. vu le régime de Ce tir, niveau-là, c'est Kevin Durant à ce volume. c'est incroyable. Avançons. Alors, il est aussi efficace. C'est le joueur que j'ai décidé de mettre en avant. J'ai décidé de mettre en avant Jalen Brunson pour des raisons très personnelles. La stat, moi, c'est 40,2% en pull-up à 3 points, ce qui est plutôt bien parce qu'en fait, dans un monde où Haliburton n'existe pas, c'est-à-dire que parmi les mecs qui ont pris 100 tirs en pull-up cette saison, il se situe, il est plutôt bon. Jalen Brunson, il a 51,3% d'efficacité, et il est notamment très bon sur le pull-up à 3 points. Il aura 40,2% d'efficacité. Les mecs qui sont au-dessus, pour vous donner une idée, c'est Tyrese Haliburton premier, voilà, comme toutes les statistiques possibles actuellement. Dejounte Murray, Devin Booker, De'Aaron Fox, et on voit ensuite Jalen Brunson. Moi, je voulais vraiment aussi mettre en avant Jalen Brunson parce que c'est intéressant, parce que 20 matchs, ça semble être un petit échantillon, mais à l'intérieur de ces 20 matchs, il y a eu un début un petit peu difficile pour Jalen Brunson, et il y a eu une grosse semaine où il a été élu joueur de la semaine, je crois d'ailleurs à un moment. Et ce que je veux mettre en avant, c'est le fait que moi, suite à cette saison, première saison du côté des Knicks, notamment dans le DH20, j'avais des petits a priori en me disant, bon, c'est qu'une saison, voyons voir. Il est peut-être moins à l'aise au niveau des flotteurs cette saison, mais ça reste un joueur qui développe ce pull-up qui est nécessaire pour la viabilité de cette équipe des Knicks, qui a beaucoup de difficultés, mais ça, c'est pas le sujet. Donc moi, ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est la confirmation de Jalen Brunson. Je pense que parfois en musique, on parle de one hit wonder. Donc, tu as eu un seul hit il y a plus de top 50, ça n'existe plus vraiment. Bref, j'ai eu un seul hit, quoi, on va dire ça comme ça. Je pense qu'en fait, Jalen Brunson, j'ai la confirmation que c'est un meneur dominant de la conférence Est, malgré, encore une fois, certaines limites peut-être sur de la défense, etc. en playoff, mais offensivement, parfois, je serais limite tenté de me dire, il faudrait peut-être un mec qui ait un peu plus la balle à côté de lui, mais je suis en train de me dire que c'est tombé dans l'écueil qu'a eu Dallas, en fait, de trop vouloir mettre enfin, ils ont pas choisi de mettre Lucas. Ce que je veux dire par là, c'est de trop croire que c'est un joueur qui avait besoin d'un autre porteur de balle et de pas parfois plus le responsabiliser. Mais en tout cas, Jalen Brunson, pour moi, c'est les 20 matchs de la confirmation actuellement. Allez-y, je sais pas qui va enchaîner. Et c'est quelque chose sur lequel je doutais au moment où les Knicks lui offrent le contrat. Parce que tu parlais de One Hit Wonder, justement, quand il fait ses playoffs à Dallas, tout le monde se dit, bon, c'est là, il a pris feu, mais on n'avait rien vu de tout ça avant. Et oui, clairement, là, il confirme. La campagne de playoff l'an dernier avec les Knicks, elle est très bonne. Là, il revient, ça se remet bien en place. Vraiment, là-dessus, mea culpa, parce que moi, j'y croyais pas, et quand les Knicks proposent le contrat, je me souviens m'être dit, oh là, les Knicks sont repartis pour nous faire une connerie, à filer un contrat à un mec qui a pas encore prouvé dans la régularité. Oui, mais finalement, non, c'est bon.
Ça fait partie des meneurs solides. Et mine de rien, ça offre un plancher à cette équipe des Knicks. Et autant, quand ils étaient allés en play-off, c'était Thibodeau la version d'il y a 3 ans, où ils étaient historiques en termes de chance, tout simplement. Donc ils étaient allés en play-off, mais ils se sont fait sortir piteusement par les Hawks. Autant l'an dernier, la copie qui servent, c'est une copie bien plus solide, bien plus cohérente, etc. Et là encore, ils reviennent cette année et on sent qu'il y a de la continuité enfin dans cette équipe. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir les Knicks avec un peu de consistance à un bon niveau. Tom, un petit mot sur Jalen Brunson. Brunson, je trouve que voilà, c'est un peu la constante. On a parlé de Tyrese Haliburton tout à l'heure. Ce sont 2 meneurs qui se sont entre guillemets révélés vraiment l'an dernier au grand public et qui continuent en fait. Tu parlais, comme tu as dit, c'est pas un one hit wonder, c'est un meneur solide. Après, c'est quelqu'un qui a une très grosse réussite au tir sur le début de saison. Je pense que c'est un peu de la surchauffe parce que là sur le pull-up, enfin c'est indécent ce qu'il arrive à produire sur le pull-up, il va forcément redescendre. Mais après, Jalen Brunson, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que c'est un joueur qui est en contrôle. C'est ce qui est important, c'est que offensivement, c'est un joueur qui est jamais rushé. Et toutes les décisions qu'il prend, c'est des choses qu'il a décidé de faire et pas forcément ce que la défense lui a imposé. Ou du moins, il est à l'aise avec ce que la défense lui impose. Donc, c'est quelque chose de très important. Et voilà, on parlait on aime beaucoup parler et beaucoup rappeler cette notion de guard play. C'est aujourd'hui un meneur de jeu très très solide. Et voilà, c'est. Parce qu'on n'est même pas trop dur quand on dit. Ouais, c'est ça. Parce qu'on n'est même pas trop dur quand on dit très très solide, parce qu'il est parmi les très bons meneurs NBA. Et c'est effectivement pour les Knicks, vous le rappeliez les gars, c'est une révolution quand on connaît les 10-15 dernières années. Historique. Les Knicks à la veine complètement. Enchaînons donc. Pour l'instant, petit rappel, parce que peut-être que le fil de l'épisode était moins clair. À partir de maintenant, on entre dans le négatif. En gros, on va faire plus simple. Voilà, c'est à partir de maintenant. On a parlé du positif. Entamons les stats négatives joueurs. On a donc 3 joueurs à étudier ensemble. On va commencer par toi. Tom, tu voulais parler alors un autre meneur de petite taille. C'est la meilleure transition que j'ai trouvée. Elle est pas brillante, je vous avoue. Darius Garland. Oui, Darius Garland. Moi, quelque chose qui m'a perturbé avec Darius Garland sur le début de saison, c'est vraiment le côté perte de balle. Et quand on regarde même de point de vue volume, par rapport au porteur de balle classique, la seule personne qui fait globalement pire que lui, c'est Cade Cunningham. C'est pas parce qu'il fait pas bon être dans les mêmes eaux que Cade sur ce type de stade. Mais globalement, moi, c'est quelqu'un qui... c'est vrai qu'en début de carrière, il avait déjà cette problématique. C'est quelque chose qu'il avait commencé à régler l'an dernier et qu'il est un peu retombé dans des travers. Enfin, c'est même pas qu'il est retombé dans les travers, c'est que les défenses s'adaptent beaucoup à ce qu'il arrive à produire et notamment les équipes ciblent beaucoup son jeu à 2 avec Evan Mobley. Donc globalement, c'est vraiment l'un des axes principaux des Cavs, puisque par exemple, Darius Garland, 25% des passes qu'il reçoit, donc une passe sur 4 est faite par Evan Mobley, et 20% des passes qu'il adresse sont des passes vers Evan Mobley. Donc une passe sur 5 qu'il fait est vers Evan Mobley, et c'est quelque chose qu'on voit surtout sur le pick and roll, et les défenses l'attendent beaucoup sur le pick and roll avec Evan Mobley, où à chaque fois qu'il cherche à le trouver, il bouge souvent la passe en haut, puisque on voit globalement, on va te dire, voilà, un grand envoie la balle haut. Mais en fait, comme Garland, il est un peu petit, du coup, parfois, on le pousse à prendre un petit dribble de plus pour pouvoir, du coup, trouver l'angle de la passe. Mais comme il est obligé de rusher un peu la passe pour faire la passe en haut dans le bon timing, puisque pour refaire le redoublement de passe, du coup, avec Evan Mobley, les équipes l'attendent et des fois les gars sautent limite pour dévier la balle, et c'est quelque chose qui lui pose pas mal de problèmes. Et l'autre problématique que j'ai remarqué, des choses qui font que lui perd la balle, alors je dirais pas que c'est un problème de handle, puisque Garland il a vraiment un bon handle, c'est la façon dont les équipes défendent les Cavs. Et en fait, dès que lui rentre dans la raquette, ils savent qu'il y a très peu de spacing autour et du coup tout se referme et ils se retrouvent avec des timings de passes vraiment très très difficile, avec des fenêtres de passe très très difficiles, et il se fait souvent gêner par un gars qui était déjà presque sous la raquette, quoi.
puisque, ok, Strus tire un petit peu, enfin, il tire pas mal depuis le début de saison. Georges Niang, il apporte aussi ce côté spacing. Mais ce que les équipes cherchent à contrer, c'est la raquette Mobley et Allen. Et comme les deux sont généralement au même endroit, ben, c'est plus facile de surcharger l'axe. Et les équipes se disent, ben, on va mourir avec Strus qui met des 3 points et Georges Niang qui vont mettre des 3 points, plutôt que se faire cueillir totalement à l'intérieur en ayant des lobes, par exemple, pour Allen ou pour Mobley. On en avait parlé à l'époque du DH20, il y a quelques semaines de ça, en off, parce qu'il y avait quelques noms qui revenaient chez les auditeurs parfois, ou quelques noms qui avaient été proposés. Il y avait le nom de Garland avait été passé comme ça, et moi, un des problèmes que j'avais avec Garland l'année dernière, et parfois avec Garland dans ces séries de chauves, c'est que j'ai toujours trouvé que c'est un joueur qui, en fait, peut-être de par sa petite taille et de par la construction des Cavs aussi, parce que je pense qu'il est victime sur certains points de la construction des Cavs, son régime de tir, mais son régime de passe, ou en tout cas son jeu, globalement, il a peu de marge d'erreur. Ou il a pratiquement pas de marge d'erreur, je trouve. Les lignes de passe, les tirs, etc. J'ai toujours trouvé que c'est un joueur qui jouait une partition parfaite sur séquence. Ça, il n'y a pas à dire, mais je pense qu'il paye. Moi, vous le savez, de toute façon, c'est connu chez Dunk Hebdo. J'en ai parlé un peu avant avec Haliburton. Je considère qu'être un meneur de petite taille est un frein, globalement. SO triangle. Donc, moi, j'ai toujours trouvé qu'en fait, le régime de tir, de passe de Darius Garland était assez compliqué. Et cette année, je trouve que dans une équipe, tu l'as dit, Tom, où les attaques ont vu ce que donnaient les Cavs l'année dernière, avec un Donovan Mitchell en feu, etc. Et malgré cet apport de Max Strus, mais qui, on le savait tous, n'allait pas régler les problèmes de spacing, effectivement, quand Garland est dans la raquette, il se fait cibler. Quand Garland est défendu par les défenseurs un peu plus grands, il est parfois en difficulté pour trouver des solutions. Donc, moi, j'attends de voir, parce qu'en fait, c'est des choses qui m'inquiétaient un peu depuis pas mal de temps. Je vais être honnête. Simplement pour donner la stat exacte du coup par rapport au turnover percentage, Darius Garland, il a du coup de 17,3% de turnover percentage. Parmi les guards, il y a que 2 personnes au-dessus de lui. Ben Simmons à 22%, Scoot Henderson à 20%. Alors, pour avoir fait la recherche de stats, Cade, c'est pas bon d'être avec lui. Scoot, c'est vraiment pas bon d'être avec lui. Actuellement, c'est vraiment pas bon. Donc, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Il était éligible à passer dans les points négatifs de l'épisode quand je cherchais une personne. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Madiane, ou est-ce que tu vas enchaîner sur ton joueur? Non, avant d'enchaîner, juste, vous avez tout dit. Moi, ce que j'ai bien noté, c'est quand justement on est petit, qu'on peut pas lire en live le jeu, bah il vaut mieux avoir du coup une capacité à reconnaître les schémas et ce qu'il va faire. Et des fois, il s'enferme possession après possession dans la même chose, alors qu'il a été stoppé, il s'adapte pas. Et ça, justement, c'est peut-être aussi ce qui lui fait défaut. C'est-à-dire qu'au-delà d'être petit, etc., Trae Young, au-delà de tout, ça reste un très bon playmaker aussi parce qu'il s'adapte aux réponses qu'on lui impose. C'est pas les Cavs, ça. Moi, je pense que c'est structurel. C'est un peu structurel pour lui où, au final, c'est peut-être lui qui paie les pots cassés. Je pense, moi j'ai parce qu'il a le joueur, parce qu'en fait, c'est lui qui a le jeu le plus adaptable. C'est-à-dire qu'il peut jouer avec la balle, il peut jouer sans ballon, il fait de la relocation. En fait, il fait du playmaking secondaire. Il avait fait du playmaking primaire il y a à peu près 2 saisons, juste avant l'arrivée de Donovan Mitchell, et on l'avait vu très bon dans ce rôle-là, mais les Cavs, entre guillemets, plafonnaient dans le milieu de la ligue. L'équipe a changé, entre guillemets, de dimension avec l'arrivée de Donovan Mitchell l'an dernier, notamment, j'étais 2e, 3e net rating en saison régulière. Et là, en fait, comme c'est lui qui a le jeu le plus malléable, ben, du coup, il se plie un petit peu à ce qu'il y a autour. Il fait un peu entre guillemets, le lubrificateur, quoi. Enfin, le facilitateur d'équipe. Voilà. Voilà, le facilitateur d'équipe, voilà. Le facilitateur d'équipe. Et malheureusement, il joue peut-être un peu contre nature par rapport aux autres gars. Ouais, c'est ça. Désolé de t'avoir coupé, Madiane, mais moi je pense que c'est quand même... Non, mais excellente remarque. Je pense que c'est les Cavs, c'est plutôt les Cavs en fait, qui posent toujours des problèmes structurels auxquels n'a pas répondu Max Strus en fait, globalement, je trouve. Mais c'est marrant que tu dises ça, Ben, tout simplement parce que en ayant discuté un peu avec un compte des Cavs, il a aussi des reproches à faire sur l'utilisation de Mobley.
Donc, à partir du moment où l'utilisation de Garland on peut être, entre guillemets, laisse à désirer, et celle de Mobley aussi laisse à désirer, alors que ce sont on va dire, les deux précieux de la reconstruction, il y a une, il y a une question de fond à se poser. JB, on parle de toi. Madiane, on va te laisser enchaîner. Quel est le joueur que tu as voulu mettre en avant négativement, du coup? Eh ben, négativement, du coup, j'ai beaucoup hésité. J'ai failli vous voler des joueurs, mais finalement, du coup, c'est Anthony Davis. Et le problème d'Anthony Davis, c'est qu'il est suffisamment bon pour ne pas être exposé par certaines stats. Mais j'avais du mal à trouver une stat qui mette le doigt sur exactement quel est le problème d'Anthony Davis. Et je l'ai trouvé. Anthony Davis, cette année, est au plus bas de son usage depuis 2012-2013. C'est-à-dire que quand on nous a vendu la théorie de l'arrivée de Tony Davis aux Lakers, la théorie c'était LeBron c'est le patron, puis Anthony Davis c'est le patron. Aujourd'hui, LeBron est toujours le patron de cette équipe et même du coup j'ai l'impression qu'Anthony Davis s'efface outre mesure et ne prend pas main parce que je pense pas qu'il n'en a pas envie, je pense qu'il n'en est tout simplement pas capable, que on a des flashs mais qu'il n'a jamais vraiment progressé, que son tir à mi-distance, il a parfois été une arme, maintenant c'est compliqué, que physiquement dans la raquette, T'es il gentil, s'impose pas. compliqué, hein. Oui. Mais ça reste un très bon joueur, donc je peux pas non plus dire que c'est mauvais. C'est pas là où il brille du tout. Dans la raquette, il va avoir de plus en plus de mal à s'imposer. Et défensivement, je commence à le voir tout sauter de temps en temps. Anthony Davis est un problème parce que tout reposait sur lui et non pas sur le fait que LeBron à cet âge-là continue à nous faire de la sorcellerie sur le terrain. Ben parlait de magie noire, c'est clairement ça, c'est pas logique que LeBron soit à ce niveau. Donc le plan initial est complètement raté, c'est toujours LeBron le patron de cette équipe, ce n'est pas logique, et Anthony Davis en plus, c'est même pas qu'il n'avance pas dans les responsabilités, il recule dans les responsabilités dans cette équipe. Et ça me perturbe énormément, parce qu'on a ramené un playmaker, l'an dernier, on a fait en sorte de garder Austin Reeves, mais en fait, tout ça, pourquoi ça existe dans cet effectif? C'est parce que Anthony Davis n'est pas là. Le cercle. Mets des points au cercle. C'est ça mon gros problème, en fait, moi. Là-dedans, c'est qu'effectivement, il y a cette extension théorique du jeu d'Anthony Davis, qu'en réalité, on est tous d'accord pour dire, nous ici et globalement partout, qu'on a vu à pleine puissance qu'une seule fois, c'est pendant la bulle. Donc je pense que la théorie Anthony Davis, Kevin Durant, on peut la mettre aux oubliettes. Moi, c'est vraiment au niveau des finitions au cercle. Anthony Davis, là, est sur des standards sur son début de saison qui sont indignes. Ça a toujours été un mec qui était dans le minimum 75e centile à la finition au cercle, parce que c'est un joueur qui a des qualités athlétiques, etc. Il est dans le 32e centile sur début de saison. Il est pas bon au cercle. Et c'est là, pour moi, où se situe le principal problème aussi d'Anthony Davis, c'est que ça doit être pour lui une assurance, un peu son assurance santé, ça doit être de pouvoir être au moins un joueur capable de finir au cercle, ce qui fait un peu moins. Alors il y a des bien évidemment avec les Lakers, il y a des facteurs qui font que Anthony Davis n'est pas un aussi bon finisseur au cercle qu'il devrait l'être, mais moi c'est ça en fait, c'est son incapacité cette saison sur ce début de saison à être un joueur qui finit au cercle. Ça je trouve ça assez inquiétant personnellement. Moi, si je vais réagir un peu à ce que tu as dit, Madiane, sur le fait que ce soit son plus faible taux d'usage en carrière. Ben, c'est aussi par rapport au fait qu'il a perdu en diversité de types de tirs qu'il est capable de prendre. Hein. Puisque, par exemple, l'espèce de tir automatique il pouvait avoir il y a peut-être 1-2 saisons à mi-distance, aujourd'hui, il le prend plus. Sur le pick and roll, où parfois il avait des actions un peu à la Kevin Durant, où petite sortie d'écran, ligne de fond, il arrive en tête de raquette, petit turnaround jump. Ça a disparu, ça. Il y a plus ça il a perdu la capacité en fait de prendre ces tirs-là. Et comme il a plus cette polyvalence dans le tir, notamment quand il s'éloigne de la raquette, puisque tu vois, à mi-distance, Anthony Davis, il est cette saison à
8 sur 48, quelque chose comme ça, à mi-distance. Donc, c'est pas bon du tout. Et il y a beaucoup de tirs qu'il prend où c'est vraiment beaucoup trop long. C'est vraiment trop long. Bing, la balle rebondit. Bing. Donc, tu vois, c'est vraiment, il y a quelque chose, il a vraiment perdu confiance totalement, je pense, dans son tir, qui fait que il a plus ses tirs automatiques et du coup, il se met moins en position de pouvoir prendre ces types de tirs-là. Et ça change en fait ce qu'est Anthony Davis. Alors, ça va rester un monstre défensif, mais s'il n'est pas capable de faire un petit peu plus que ça offensivement, les Lakers auront de gros problèmes pour gagner 3 voire 4 séries de playoffs comme ils veulent le faire cette saison. Et sur cette variété, justement, ça se retranscrit beaucoup dans l'efficacité du pick and roll quand c'est lui le poseur d'écran. C'est que il est tombé 41e percentile en efficacité. On parle d'Anthony Davis quand même. Et les playmakers des Lakers, c'est pas les plus mauvais justement sur le pick and roll. Mais Anthony Davis, ça devient, il y a 60% des joueurs NBA qui font mieux que lui. C'est indigne d'un joueur de sa stature. Enchaînons avec un joueur qui était anciennement en Californie, qui ne l'est plus. Alors, quand j'ai dit à l'équipe que je choisissais ce joueur, je salue Constant qui m'a dit, en gros, globalement, on m'a dit c'est un petit peu facile, et j'ai écrit ceci dans mon Google Doc que j'ai déjà partagé. Taper sur une individualité des Wizards, est-ce que c'est facile? Oui, mais qui a dit qu'on ne pouvait pas faire dans la facilité? Je vais donc parler de Jordan Poole, et j'aurais pu... Vous allez voir que on va croire que ça va être de l'acharnement, pas vraiment, je suis bienveillant. J'aurais pu choisir beaucoup de stats pour illustrer le début de saison de Jordan Poole. Le fait qu'il ait perdu plus de ballons qu'il n'a inscrit de panier en ISO cette saison. Le fait qu'il se classe dans le 10e centile en ISO. Le fait que parmi les joueurs qui ont pris plus de 100 pull-up à l'efficient field goal percentage, il est dernier. Et qu'il est sur un superbe 9 sur 46 dans le domaine. Donc 9 sur 46 pull-up à 3 points. Déjà là, j'ai assez pour le cercueil. Mais non, je vais choisir... On parlait de l'efficacité de Tyrese Haliburton un peu tout à l'heure. Moi, je vais choisir une stat que je vais devoir un peu expliciter. C'est le ratio passe décisive usage. Donc l'usage, on en a parlé. Donc c'est le pourcentage du temps que le joueur va terminer l'action. Que ça soit tir, balle perdue, passe décisive, etc. Pourquoi cette stat elle est intéressante selon moi? Parce que Jordan Poole, il finit beaucoup d'actions du côté des Wizards. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelle proportion de ces actions se termine par une passe décisive. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Très peu. Oui. Très, très peu. En réalité, oui. Si on prend les 90 joueurs qui sont qualifiés dans la stat par cleaning de glace, si on prend en gros les arrières, les points et les combos d'après clean de glace, il est 88e sur 90, seul Keon Ellis et Matt Ryan font mieux. Matt Ryan qui n'est pas... Il est devant Bénédicte Mathurin? Oui. Qui n'est pas... Matt Ryan qui n'est pas l'ancien QB des Falcons, pour ceux qui demandent. Alors pourquoi ce petit moment-là? Moi, il y a 3 choses qui m'inquiètent avec Jordan Poole. Alors déjà, première chose, la moins basket, c'est en train de devenir un mème. Et ça, je trouve ça extrêmement triste pour le joueur, c'est-à-dire que Jordan Poole, son actuellement, c'est... Regardez la dernière ânerie de Jordan Poole, quelle action totalement illogique il est en train de faire. Et ça, je trouve ça extrêmement gênant pour ce joueur-là, parce que ça, d'être un joueur habitué au Shaquille O'Neal, d'être un mème, c'est une étiquette dont il aura du mal à se détacher. Ça me rend triste. Pour parler de basket, sur le terrain, ce qui m'attriste avec Jordan Poole, c'est que c'est un moins bon joueur que dans sa 3e saison. Et ça m'attriste beaucoup. Alors, il y a l'aspect réussite au tir. Je pense que sa 3e saison NBA est une anomalie. Maintenant, il est dans sa 5e. Il n'y a que sa 3e où il y a des stats vraiment à ce point ronflantes sur le tir, etc. Donc, je pense à une anomalie. Cependant, quand je dis que c'est pas un meilleur joueur de basket, c'est que les décisions sont apocalyptiques. Je veux dire, offensivement, les décisions n'ont aucun sens sur les prises de balles, sur les pick and roll. Justement, la stat l'illustre. Jordan Poole a beaucoup le ballon du côté des Wizards, mais c'est un joueur qui diffuse extrêmement peu, qui préfère parfois prendre des shoots, mais vraiment, j'ai pas le qualificatif, plutôt que faire une passe, et qui s'illustre aussi parfois par la nonchalance. Et moi, ce qui m'a, du coup, c'est mon troisième point d'inquiétude, c'est un peu l'avenir de Jordan Poole. Il est dans son première année de sa grosse extension, et Mark Stein avait sorti cette info il y a quelque temps. Il est de moins en moins considéré du côté des Wizards comme une des fondations de la future bonne équipe, mais plutôt comme un joueur qui va être échangé. Ma question, c'est plutôt pour l'avenir de Jordan Poole. S'il continue à être aussi
devenir un trou noir qui est pas efficace avec un contrat extrêmement onéreux. Je me demande en fait où se situe la suite pour lui. Donc c'est ça qui m'inquiète en fait sur ce début de saison là. Je sais, sans revenir sur les mêmes par rapport au fait qu'ils disent que c'est son équipe et tout, c'est qu'en fait ils saisissent pas vraiment cette opportunité là pour montrer que c'est un joueur de basket qui a des qualités. Et moi ça m'inquiète plutôt vraiment. Je sais pas ce que vous avez à dire les gars. Je voulais pas être dur en fait, je voulais juste dire que là je suis à un stade où je m'inquiète en fait et ça m'attriste un peu cette situation. Moi, ça me fait penser un peu à la situation où a été à certains moments, alors, dans une moindre mesure, il a jamais été considéré aussi fort, mais Jordan Clarkson, jusqu'au moment où il trouve sa place en tant que 6e homme, notamment au Jazz, où là, du coup, il a une place et on l'identifie bien. Ok, tu as un rôle un peu de finisseur dans la seconde unit. Et je pense que c'est ce qui doit l'attendre logiquement. Si sa 3e saison est bien une anomalie, oui, ce sera pas plus que ça et ce sera déjà très bien dans la ligue. Mais il doit aller dans cette place et jouer face à des titulaires ennemis. C'est pas pareil que jouer face à des bancs. Jouer dans un contexte collectif où tu as beaucoup de forts joueurs autour de toi et être le go-to guy d'une équipe, c'est pas du tout le même boulot. Tous les joueurs peuvent mettre 20 points par match quasiment en NBA. La question, c'est toujours avec quelle efficacité ils y arrivent. Avec combien de tirs ça leur prendra? Il y en a, ça leur prendra trop de tirs et du coup, ça ne vaut pas la peine. Il y en a, ça leur prendra beaucoup moins de tirs et du coup, ce seront les superstars. Mais du coup, lui, il faut qu'il retrouve un semblant d'efficacité et qu'il retrouve sa place. Et là, le costume est trop grand pour lui. Ça commence à se voir. Bah, là où Jordan Poole est inquiétant, c'est que globalement, c'est un joueur qui la plus grosse, enfin, sa plus-value, elle est du côté offensif. Et que malheureusement, il est très très peu efficace sur le début de saison. Et même au niveau du playmaking, il y a moins de, enfin, il y avait, il y avait plus de choses en termes de playmaking quand il était aux Warriors, quoi. Donc, est-ce que c'est est-ce que c'est entre guillemets la nécessité pour lui de s'adapter à ce nouveau rôle, à ce nouveau costume du coup qui va lui prendre du temps, puisque là on va dire que c'est le focus de la défense adverse, et ça marche bien pour lui. Il a jamais été dans une situation comme ça, puisqu'il a eu des périodes où Stephen Curry n'était pas là, mais il y avait quand même un collectif bien huilé à côté. Et là, voilà, c'est en train de devenir malheureusement, c'est en train de devenir une caricature de lui-même, puisque entre guillemets son point fort, qui va être la création offensive, l'attaque du cercle, un peu de playmaking qu'il avait flashé, ben ça, il est à côté. Il est à côté de ça, alors qu'il a toute la place pour pouvoir le faire. Donc peut-être qu'il faut lui laisser un peu de temps pour qu'il digère, mais c'est vrai que on peut pas être, enfin on peut plus s'étonner que les équipes adverses ne le considèrent pas comme un asset positif. C'est ça, c'est un peu pour la prochaine étape, parce que maintenant que c'est plus ou moins acté, peut-être que le front office voit déjà une prochaine étape pour Jordan Poole. C'est ça qui m'inquiète, c'est où sera cette prochaine étape. Et puis je sais pas, je vais pas tomber dans c'est pas de la démagogie, mais en tout cas, genre l'impact sur le joueur de devenir un même. On sait que Javel McGee, par exemple, anciennement du côté des Wizards, avait dit que c'était assez difficile à vivre ça. Donc je sais pas, je trouve que là le fait que dès que Jordan Poole fasse une ânerie, ça soit directement, tout le monde attend la prochaine ânerie de Jordan Poole. Je sais pas, je trouve que globalement, donc je voulais le mettre en avant négativement et pour dire que j'ai pas envie que ça s'envenime comme situation. Ouais. Enchaînons par le pari que, oui, bah, en fait le pari que les Wizards avaient pris, c'était essayer d'en faire un Markkanen de l'an dernier, quoi. Sauf que ça marche pas du tout. Eh bien, la transition est parfaite. Parlons des Wizards et on enchaîne par le focus équipe négatif. Madiane, tu vas nous parler des Wizards, mais pas de cette partie du terrain, parce qu'en fait, Jordan Poole, effectivement, on a... Alors, défensivement, ce qui est terrible avec Jordan Poole, c'est que je pense que sur certains points, tu peux dire que défensivement, c'est moins décevant qu'offensivement. C'est ça qui est absolument scandaleux. Mais c'est difficile défensivement, Madiane, c'est ça, les Wizards? C'est scandaleux défensivement. Là, il faut taper fort parce qu'il y a des trucs qui me vont pas du tout. Donc, j'ai intitulé cette section Wizards droit à la défaite le plus vite possible. Parce que du coup, quelle est l'équipe de la ligue qui autorise le moins de tirs? On en a parlé tout à l'heure, c'est le Orlando Magic. Quel est le
l'équipe qui autorise le plus de tirs, c'est les Washington Wizards. Mais la différence d'Orlando est une différence très fondamentale. Orlando, quand l'adversaire tire, c'est à peu près dans la moyenne de la ligue à la réussite. Donc ça en fait une bonne défense. Tout va bien. Washington, c'est l'équipe qui autorise le plus de tirs, mais les adversaires ont le meilleur pourcentage de réussite de ces tirs. Donc là, on a le combo gagnant de la pire défense possible, c'est-à-dire j'autorise beaucoup de tirs, et en plus, ils les mettent tous. C'est n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'on pourrait se dire, bon, ok, c'est pas grave, mais qu'est-ce qui fait qu'ils autorisent autant de tirs? Deuxième pace de la NBA. Pourquoi pas? Donc, je réussis moins de tirs parce que c'est le pire différentiel de tirs entre eux et leurs adversaires. Avec la deuxième pace, c'est le combo, j'ai jamais vu un tel combo de je rate mes tirs, eux ils réussissent plus de tirs, j'augmente la pace. Et le pire dans tout ça, c'est que je me suis dit, bon, du coup, il doit y avoir le problème, t'es pas bon offensivement, du coup tu perds beaucoup la balle, donc t'autorises plus de transition. Même pas, c'est l'une des équipes qui autorise le moins de points sur contre-attaque. C'est encore plus scandaleux, c'est que c'est même pas des contre-attaques, c'est naturellement, ils perdent tout, enfin, ils perdent sur leur défense uniquement, en encaissant un camion de tir et un volume de tir qui, c'est pas possible, en fait. Vraiment, à ce niveau-là, j'ai jamais vu ça. En fait, le problème des Wizards défensivement, enfin, l'un des principaux problèmes des Wizards défensivement, parce qu'il y en a beaucoup, c'est qu'en fait, ils rentrent beaucoup trop tôt en rotation. Et en fait, les équipes trouvent des brèches et des bonnes brèches assez rapidement. Et à partir du moment où tu rentres vite en rotation, tu es face à des équipes NBA, quoi. Les équipes NBA trouvent des bons tirs. Et quand tu concèdes autant de bons tirs, que tu vois, quand tu concèdes autant de bons tirs sans conteste, entre guillemets, tu as vite des problèmes d'adresse adverse, quoi, et c'est ce qui leur arrive. Et puis de leur côté offensivement, encore une fois, c'est cette notion d'adresse. Quand les équipes sont à droite contre toi, ça veut dire que toi, tu pars beaucoup plus souvent en dessous de ton propre panier et tu vas attaquer une défense qui est déjà replacée. Et ils n'ont pas les armes aujourd'hui pour percer cette défense-là, et même sur le jeu de demi-terrain. Donc c'est une équipe qui, voilà, la défense est tellement mauvaise qu'elle tue aussi l'attaque. C'est un Indiana à l'envers. C'est ce que je me suis mis dans mes notes. C'est presque un Indiana à l'envers parce que les deux ont une pace extrêmement élevée. Mais pour Indiana, ça pénalise pas trop parce qu'ils sont très en réussite offensivement. Eux, ça les tue. Après, c'est pas pour les mêmes raisons, hein. Encore une fois, la pace, c'est entre guillemets, la pace, c'est simplement le nombre de possessions que tu joues, Donc, au final, tu peux avoir une pace élevée parce que tu concèdes des tirs tôt sur l'horloge. Là où Indiana, ils prennent des tirs tôt sur l'horloge, les Wizards, eux, ils concèdent des tirs tôt sur l'horloge parce que leur défense est vite mise, entre guillemets, à défaut. Et à défaut, et elle prend l'eau rapidement, quoi. Tout à fait. Alors, moi, je rajouterais deux choses. La cote pour Wes Unseld, premier coach viré, je sais pas elle est à combien, mais personnellement, je la prends tous les jours. Première chose. Deuxième chose, le truc, c'est qu'aussi, alors, dernier point que t'as pas rajouté, Madiane, ils ont pas le personnel, en fait. C'est-à-dire que quand tu regardes les joueurs globalement, ils ont qui pour... Alors, ils ont Daniel Gafford, la protection de cercle. Ils ont, alors, c'est l'espoir Bilal Koulibaly sur le fait de point of attack, mais en dehors des deux, en fait, ils ont pas de profil défensif, donc, et puis aussi, moi, Delon Wright était blessé aussi. Delon Wright était blessé, je rajouterais que, c'est pour ça que pour moi, la cote de Wes Unseld, c'est vraiment, c'est une certitude, ou en tout cas, on n'est pas loin quand même actuellement, c'est que c'est une équipe où j'ai vraiment l'impression que défensivement, tu parlais de rentrer trop tôt dans les rotations, Tom. Il y a beaucoup d'éléments que je vois dans cette équipe. C'est d'une équipe qui est mal coachée. J'aime pas dire ça, mais ils ont tous les attributs d'une équipe qui est mal coachée. Les rotations défensives qui sont pas assurées, les erreurs pour ce qui est notamment de la répartition des rôles offensifs, parce que si Jordan Poole il est pas en réussite, c'est aussi parce que des fois son rôle offensif est pas bien défini. Donc ils ont beaucoup d'attributs d'équipe mal coachée. Et c'est compliqué, les Wizards. C'est extrêmement compliqué. Enchaînons. Alors, vas-y, Tom. Oui, là où je suis pas forcément d'accord avec toi sur le premier coach viré, c'est qu'en fait, je pense que ils veulent que ce coach-là prenne les défaites pour éviter qu'elles soient sur le bilan du nouveau coach. C'est vrai.
Donc, je pense qu'il va faire la saison et qu'après, Surtout, j'ai dit ça alors qu'en plus, je réfléchis pas à la gestion des Wizards, qui reste la gestion des Wizards. C'est-à-dire que, oui, effectivement. Dans un monde parfait, c'est le premier, parce que dehors de ces trois, on a parlé la semaine dernière, si vous l'avez pas encore écouté, il y a 2 semaines, des Spurs et des Pistons. En termes de job de coaching, on est sur, alors, Popovich est plus excusable que les deux autres, mais Monty Williams et Wes Unseld, il y a match. Je vais enchaîner par une équipe où il n'y a pas de questions au niveau du coaching. Je crois pas qu'il y ait des questions au niveau du coaching des Warriors. On parlait de cercle, on parlait d'Anthony Davis. En ce moment, on parle beaucoup de rim pressure. C'est un mot que je vois partout actuellement. Donc, cette capacité à mettre la pression sur le cercle adverse. Et en fait, c'est quelque chose qui manque au vocabulaire des Wizards, des Warriors, ça commence par un W, des Warriors actuellement. Les Warriors, ils prennent 24% de leurs tirs au cercle. Vous allez me dire, vous n'avez pas de notion, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, prenons un ordre de comparaison. Le 29e est à 27,1. Donc, il y a déjà un écart de 3 points, ce qui est énorme. L'année dernière, les Warriors étaient déjà 29e dans cette stat. Mais je vais vous montrer pourquoi cette année, pour moi, c'est un peu plus inquiétant. Si on prend les 10 dernières années, il n'y a que 5 équipes qui étaient en dessous de 27. Rappel, les Warriors sont à 24 et qu'il n'y avait que 5 équipes en dessous de 27. Parmi ces 5 équipes, on retrouve les Warriors de l'année dernière et 4 autres équipes, c'est pas très intéressant. Aucune équipe dans l'histoire de la NBA, sur cette histoire des 10 dernières années, n'était descendue en dessous de 25. Donc actuellement, les Warriors, ils sont sur des standards historiques en termes de tir pas tenté dans la raquette. C'est-à-dire qu'ils ne tentent que très petit dans la raquette. Alors, quelles sont les explications? Au cercle même. Au cercle, pardon, ouais, au cercle. Donc, quelles sont les explications? Il y en a plusieurs. Alors déjà, qui pour tirer au cercle, en fait? Pour moi, en dehors de Kuminga et Gary Payton, il n'y a pas vraiment de solution. Klay Thompson fuit le cercle comme la peste. C'est-à-dire que ça n'a jamais été un joueur qui allait beaucoup au cercle, mais là, ça devient caricatural. Andrew Wiggins a perdu cette corde à son arc depuis plus ou moins qu'il est arrivé de Minnesota. C'est quelque chose qui fait beaucoup moins. C'est une équipe qui n'a pas de rim runner. C'est une équipe qui drive pas. Ils sont derniers de la NBA en termes de drive. Et, bon, ça, c'est un peu le mauvais œil, c'est l'effet Chris Paul. Parce que, vous savez, quelle équipe était classée dernière les 3 dernières saisons? Les Suns. Les Phoenix Suns. Donc, il y a peut-être un effet Chris Paul. En tout cas, c'est pas une nouveauté pour eux parce que, historiquement, ils ont toujours été très, très bas sous Steve Kerr. Mais pour moi, la vraie nouveauté, d'abord, c'est le niveau. Parce qu'ils prennent pas du tout de tir au cercle. Et 2 choses. Ils sont de plus en plus dépendants de leur shot making. Et autant c'était une formule qui était parfaitement viable quand tu avais Prime Klay Thompson, quand tu avais Stephen Curry, toujours excellent, quand tu as même à une époque Prime Kevin Durant, quand tu as un moins bon Klay Thompson, c'est beaucoup plus difficile. Pour moi, ce régime de tir, c'est l'illustration de leur échec de certains profils. Je pense à James Wiseman, parce que ce rim runner, tu l'as en théorie, c'est James Wiseman, mais ça n'a pas marché. Donc, on est face à une équipe qui, pour moi, continue à avoir le même régime de tir que dans le passé, de manière plus extrême, avec de moins en moins de raisons de le faire. C'est-à-dire qu'ils sont totalement dépendants de leur jump shoot et que ça commence à devenir extrêmement difficile et que ça peut expliquer leur attaque parfois en difficulté. Point positif, ils en prenaient encore moins sur les 15 premiers matchs. Donc, ils sont en voie d'amélioration, mais moi, je suis assez inquiet par l'incapacité de cette équipe à aller au cercle parce que ça leur a fait très mal en playoff et l'effectif a pratiquement pas changé. Il n'y a toujours pas la solution. Et l'effectif ne peut pas changer, en fait. C'est surtout ça, la clé. C'est qu'ils sont un peu victimes de ce qu'ils ont essayé de faire en draftant James Wiseman. C'était une idée sur le papier séduisante. Mais comme elle a raté, bon, derrière, tu prends quand même un titre. Mais derrière, on savait que ils resteraient coincés avec leur star vieillissante, leur roster un peu cœur vieillissant, que personne ne s'améliore de saison en saison, surtout pas Klay Thompson et Draymond Green aussi, ça tousse très fort. Et qu'en soit, si Stephen Curry ne maintenait pas un énorme niveau, où serait cette équipe? Vraiment, c'est parce que ça commence à devenir compliqué. Et quand tu regardes par qui ils sont entourés, je suis pas serein pour l'avenir de cette équipe sans un Stephen Curry à des niveaux stratosphériques. Donc oui, là ils sont à 2000% Curry dépendant et Chris Paul est une arrivée d'opportunité, mais qui ne fait qu'aggraver tes problèmes et qui n'en résout aucun. C'est un profil différent, mais c'est
pas le profil dont tu as besoin. Ouais, ce qui est difficile avec ces Warriors-là, après, il y a une question aussi d'échantillon. Alors, sur l'échantillon que tu as donné par rapport au shoot au cercle, on comprend que cette équipe-là, c'est pas sa force principale. Après, c'est vrai que historiquement, les Warriors, essentiellement, ils allaient au cercle via des cuts, ou sinon, c'était Stephen Curry. Mais on en avait parlé l'an dernier. Stephen Curry, il avait augmenté son nombre de 3 points pris, enfin, son nombre de tirs à 3 points qu'il arrivait à générer. Et pas essentiellement. Alors oui, c'est une bonne chose que Stephen Curry prenne plus de 3 points, mais ça aussi, c'était au détriment des shoots au cercle. Parce qu'il y avait aussi cette moins bonne capacité à aller finir au cercle, même si, de point de vue pourcentage, il restait élite là-dedans, mais il pouvait moins le faire. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui est victime de ça. Quand tu penses à finition au cercle et quand tu penses à ces Warriors-là, le seul gars qui donne un peu l'impression de parfois être inarrêtable et de pouvoir aller au cercle sans, un peu comme il veut, quand il est dans des bonnes dispositions, c'est Jonathan Kuminga. Où lui, il a des flashs d'agression du panier où sur le premier pas, il arrive à bien, entre guillemets, passer son défenseur pour aller finir et pour arriver jusqu'au cercle, puisque c'est ça aussi, pour arriver jusqu'au cercle. Et lui, il est capable de le faire, mais malheureusement, il le fait assez peu. Et là, comme tu le disais, Mathieu, on est un peu à une fracture où tu as l'ancienne génération et un peu la nouvelle où tu as quand même des joueurs qui émergent, tu vois. Podziemski, il émerge, il a un rôle intéressant. Moses Moody, il est quand même solide, même si Kerr semble ne pas forcément lui faire énormément confiance. Et Kuminga, il enchaîne. On a un potentiel physique, athlétique, mais c'est pas totalement matérialisé en joueur sur le terrain. Et ces joueurs-là arrivent quand même à proposer des minutes intéressantes, sauf que ça ne matche pas forcément avec le groupe principal. Et le gros problème de cette équipe-là, c'est non seulement le niveau de Klay Thompson, le niveau qu'a eu Andrew Wiggins sur le début de saison, puisque là, on est loin du Andrew Wiggins des finales NBA. Voilà quoi. Et quand on regarde, encore une fois, statistiquement, l'année dernière, les Warriors, parmi les 5 majeurs qui avaient le plus joué, c'est eux qui avaient le meilleur net rating. Attention à l'échantillon. Cette saison, ce 5 majeurs-là, le 5 majeur de l'an dernier, du coup, le classique avec Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green et Kevin Looney, ils sont à -8 de net rating. Voilà, depuis le début de la saison. Moi, je vous avoue que Klay, il était dans ma shortlist personnelle pour le côté un peu négatif, parce que ça aurait été difficile de trouver une vraie stat pour ça, parce qu'en fait, statistiquement, ça va encore, même s'il est à 3 points, c'est une chute historique pour lui. C'est plutôt sur le régime de shoot, en fait, de Klay Thompson, qui est abominable, en fait, actuellement. Et on m'enlèvera pas un peu de l'esprit que c'est un joueur qui est en fin de contrat, donc il essaye peut-être de mettre des points. De mettre des points actuellement. Mais c'était un candidat. Et moi, ce qui m'a vraiment... Quand je vois les Warriors jouer, c'est... En fait, ils ont les mêmes principes, vous l'avez dit, mais avec cette vieille garde, parce qu'on peut dire que c'est une vieille garde en soi, mais il y a encore peut-être... Ce qui est peut-être réfractaire à faire un peu évoluer la machine, parce que je pense plus que la formule actuelle soit la bonne, parce que il y avait déjà ce problème de pas aller au cercle qui existait, mais il s'aggrave alors que la réussite au tir extérieur s'améliore pas. Donc en fait là tu es devant une équation insoluble et il faut peut-être changer les rotations. Tu parlais de Moses Moody, c'est un joueur qui doit avoir plus de temps de jeu, je pense, typiquement, à qui on doit... Et puis le gros problème, encore une fois, comme tu disais Ben, plus que de pas aller au cercle, c'est aller au cercle sans être assisté. C'est ça le gros problème de cette équipe des Warriors. Parce qu'ils peuvent générer des actions sur des cuts, ils peuvent prendre des tirs au cercle sur des rebonds offensifs de Kevin Looney, des choses comme ça. Mais qui peut aller au cercle sans être assisté dans cette équipe? Il ne drive jamais. Je crois au niveau des drives, il doit être à
doivent être à 3 drives de moins que la moyenne NBA de l'équipe 29e de tête. Ils ne drivent jamais, en fait. Et on va en parler. On aurait pu parler d'OKC, par exemple, comme une équipe à mettre en avant. Il y a ce truc du drive qui revient un peu je vais pas dire qu'il revient à la mode, mais il y a ce truc du drive qui est beaucoup mis en avant par certaines franchises dernièrement. Et les Warriors sont un contretemps. Alors ça, les fans des Warriors ont peut-être pas aimé, mais moi, j'ai l'impression quand même, quand je vois jouer les Warriors, quand je compare avec certaines des autres attaques NBA, alors certes, il y a le personnel, mais j'ai parfois cette impression d'un artiste qui avait une formule révolutionnaire peut-être il y a quelques années et qui n'a pas révolutionné la formule encore et qui est peut-être bloqué encore sur certains principes, préceptes de jeu. Il y a aussi la question du matériel, hein. Tu me laisses penser que oui, il y a moins de cuts, typiquement des trucs qu'ils faisaient avant, mais en même temps, il y a tellement moins de pression derrière la ligne à 3 points maintenant. La seule pression, c'est Curry, hein. Finalement. Thompson La seule sur la grosse réputation. pression. Thompson, maintenant, on commence à moins le respecter, hein. Sur les schémas, pas tant que ça, hein. Ça reste Klay Thompson. Et après, c'est ça le truc, hein, c'est que tu es obligé de respecter Klay Thompson parce que il peut, tu vois, l'an dernier, il avait pareil commencé très mal la saison. Au final, c'est lui qui finit avec le plus grand nombre de 3 points mis sur la saison, quoi. Donc, les équipes vont continuer à respecter Klay Thompson jusqu'à ce qu'ils mettent vraiment plus rien. Sauf que t'es jamais à l'abri parce que Klay Thompson, voilà, t'es jamais à l'abri de t'en prendre 7. C'est ça. Ah oui. T'es jamais à l'abri de t'en prendre 7. Klay Thompson qui prend feu, toutes les équipes NBA savent que c'est traumatisme assuré. Mais vraiment, on va terminer les gars, mais c'est le régime de shoot, moi, qui m'inquiète. C'est-à-dire que il en prend des compliqués. Il prend des tirs même pré-blessure, je sais pas. Il prenait pas ça. Il prend vraiment des tirs qui n'ont vraiment. Et les Anglais disent force your way into something like shooting, etc. Oui. Il est clairement là-dedans. Genre, il force le tir et c'est pas naturel et je sais pas. Moi, ça me gêne beaucoup. C'est aussi la perte sur la création de séparation, puisqu'en fait, on avait même au niveau du timing pour prendre les shoots. Klay Thompson, il est serré quand même de près quand il fait ses remontées et ses sorties d'écran, où les adversaires le forcent à prendre un dribble pour se rapprocher. Et historiquement, Klay Thompson, c'est quelqu'un qui était toujours assez adroit au niveau des mid-distances. C'est-à-dire qu'il était très adroit à 3 points, mais qui était à l'aise pour prendre un petit dribble, 2 dribbles, et quand même être efficace sur les tirs. Mais là, en fait, Klay Thompson, ce qui lui arrive, c'est qu'il a beaucoup plus de jeux arrêtés, où du coup, il n'a pas assez de séparation. Et Klay Thompson, sur du jeu arrêté, ben voilà, le régime de tir, il peut pas. C'est pas son répertoire, en fait. C'est pas son répertoire du tout. Et tant que lui n'aura pas de shoot plus facile, ou du moins qu'on lui créera pas, parce que nous, on aime bien faire la différence entre la capacité à créer son tir soi-même. Et que parfois, c'est plus important, ou du moins, c'est d'un point de vue skill set, ça a une plus grande valeur d'être capable de prendre un tir, même si tu ne le mets pas, que de prendre qu'un seul type de tir. Et c'est ce qui lui arrive, Klay Thompson, c'est qu'aujourd'hui, il est dans l'incapacité de ne prendre qu'un seul type de tir, et il est obligé d'aller chercher, s'il veut continuer à prendre des tirs, il est obligé d'aller chercher sur des tirs où, voilà, c'est pas forcément son répertoire initial. Et là, il est en difficulté. On va terminer avec toi. Tom, on va terminer avec les Hawks. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je plaide non coupable. Je ne parlerai pas des Hawks. Tom, qu'est-ce que tu as à nous dire de négatif sur ces Hawks? En fait, les Hawks, je m'interrogeais sur... je les voyais souvent dans des matchs serrés. Je me disais, mais ils sont souvent dans des matchs serrés, mais ils gagnent pas beaucoup. Parce que, vous voyez, la NBA, ils font un truc généralement et ça s'appelle Wild Ending. Par exemple, on peut regarder uniquement les phénomènes. Et je dis, mais les Hawks, ils sont souvent là-dedans, mais ils sont jamais du bon côté. Donc, je suis allé regarder ce qui se passe. Et en fait, les Hawks, sur les 20 matchs qu'ils ont joués, ils en ont 12 en fait dans le clutch. Et ils ont un bilan de 3-8. Et quand tu regardes plus en détail, par exemple, la dernière victoire qu'ils ont eue dans le clutch, c'était contre les Spurs. Donc, avec cette fameuse action défensive de Trae Young. Et en fait, pour les avoir regardés encore plus récemment, alors hier il n'y avait pas Trae Young, donc c'était assez particulier. Et puis c'est bien qu'ils arrivent à être dans le match.
mais ils ont des problèmes pour stopper les gens. Il n'y a pas de stop. Et en fait, ils sont totalement dépendants du shot-making. Ils sont totalement dépendants du shot-making. Et à partir du moment où le shot-making ne répond pas, ils peuvent pas rester dans les matchs. Et c'est dommage. C'est une équipe qui se base sur l'attaque, qui entre guillemets, joue la théorie de ce que, à la base, les Hawks, l'image et ce qui est vendu quand on nous parle des Hawks, c'est ce que sont les Pacers. En gros, ça va être la grosse attaque avec du coup une défense qui serait moyenne. Mais les Hawks, ils ont deux gros problèmes. C'est le premier, donc c'est le problème structurel Trae Young, c'est un problème structurel. Alors, le joueur est d'une énorme qualité, mais encore une fois, cette saison, il est un peu en maladresse avec son tir. Limite, on pourrait croire que sa saison d'il y a 2 ans, c'est peut-être, entre guillemets, un outlier, comme on dit, même si historiquement, voilà, c'est quand même quelqu'un qui est respecté, en tout cas. C'est quelqu'un qui est respecté comme étant un très bon shooter. Mais en fait, l'autre problème, c'est que défensivement, depuis la perte de Jalen Johnson, ils sont en difficulté totale, en fait. Tout simplement parce que le joueur qui remplace Jalen Johnson, c'est Saddiq Bey. Saddiq Bey qui était à Détroit, Détroit qui l'a envoyé balader parce qu'il ne défendait pas. Et Saddiq Bey mais il défend pas. C'est pas possible, en fait, avec Saddiq Bey. C'est quelqu'un qui peut avoir une légère ténacité sur le point d'attaque, mais à partir du moment où ça commence à être sur de la défense loin du ballon, Saddiq Bey, il est totalement perdu. Et en fait, on peut même se demander, est-ce que les Hawks n'auraient même pas intérêt à peut-être faire jouer un peu Okongwu et Capella ensemble, quelque chose qu'ils ne font jamais. Qui n'ont jamais Parce voulu que là, faire. défensivement, voilà, défensivement, c'est pas possible. Tu vois, enfin, hier encore, tu vois, il nous sort Trent Forrest. Parce qu'il a besoin de défense. Non, mais c'est un truc, voilà, il nous sort Trent Forrest encore, Quinn Snyder. Donc, défensivement, au niveau de l'aile, il faut faire quelque chose pour cette équipe-là, quoi. Puisqu'ils vont pas continuer enfin, c'est dommage d'être aussi mauvais dans un compartiment du jeu qui est aussi important pour une équipe comme ça, puisque les Hawks sont une équipe moyenne qui, malheureusement, n'y arrive pas dans le clutch. Quand tu prends leur net rating, ils sont à plus 0,9, donc c'est vraiment une équipe moyenne. Sauf que c'est une équipe qui a des ambitions pour être dans le top 6 et pour être une équipe plus que moyenne, quoi. Donc il faut qu'ils gagnent les matchs dans le clutch. Il faut qu'ils en fassent plus. Il y a un truc, Tom, qui me fait vraiment réagir, c'est que quand on pense aux Hawks, ceux qui ont fait l'épopée, La finale de conf. la finale de conf, il y avait vraiment mis en exergue le fait qu'ils aient beaucoup d'ailiers, les DeAndre Hunter, les Cam Reddish, etc. Bon, alors il y a eu quelques échecs, Jalen Johnson qui s'est révélé, etc. par la suite, après. Effectivement, il y a une pénurie d'ailiers, en fait, du côté de ces Hawks, et moi, le côté liant, c'est-à-dire d'un côté, il y a un backcourt plutôt fort, Dejounte Murray, il fait pas une mauvaise saison. Je trouve. Enfin, personnellement, je trouve qu'il fait une saison plutôt correcte. Il est solide. Oui, il est bien. Il est solide. Trae Young, je suis encore. Le tir, ça va être encore moi, mais en fait, au bout d'un moment, combien de saisons faut-il pour qu'on admette qu'en fait c'est pas un bon tireur extérieur, en fait, la réputation n'est pas au même niveau que la réussite, mais ça passons, parce que d'un côté ça amène du spacing, les équipes ressortent toujours très fortes sur Trae Young, passons. Et effectivement, Tom, je me suis fait la même réflexion parfois. L'association Okongwu Capella, avec un Okongwu qui a cette volonté, cette velléité de s'écarter du cercle, il faut tenter, parce qu'en fait, ces Hawks, effectivement, se font atomiser. Et je trouve qu'il y a un truc, moi, c'est qu'en l'absence de Jalen Johnson, ils se font aussi atomiser sur l'impact physique. Parce qu'il y a un truc où les Hawks étaient pas, ces dernières années, alors certes, il y a le défaut Trae Young, mais c'est une équipe qui, physiquement, je trouvais, était parmi les meilleurs en NBA, en tout cas, répondait à ce défi physique-là. Ils répondent plus à ce défi physique-là. Donc, c'est un peu là, ils sont en train de payer les travers d'être un petit peu dépeuplé à l'aile, et aussi, pour moi, ils payent, hein, un truc dont on parle depuis très souvent. Si tu fais jamais jouer Okongwu et Capella, fais un choix à un moment. Tu peux pas continuer à ne pas faire de choix. Fais un choix entre les deux. Voilà. Et cette équipe des Hawks n'est effectivement pas si mauvaise de manière générale, hein. Ils sont là où on les attendait en termes de production. Personne n'est vraiment surpris par ce qu'ils nous offrent, mais oui, ce facteur final
fait que ils vont en laisser plein en route et que même dans des, imaginons s'ils arrivent dans des play-in ou ce genre de match couperé, ils vont pas les gagner s'ils sont serrés. Et ça, c'est très inquiétant. Ton incapacité à faire des stops aussi fait que tu es incapable de mettre des gros runs à ton adversaire pour t'assurer le match et ne pas et ne pas aller dans le clutch. Et c'est pas qu'une affaire de 5 dernières minutes, c'est que des fois, t'as l'impression qu'ils ont le match en main, mais que l'adversaire est toujours à portée. Et qu'il suffit d'un mauvais moment dans ton 3e ou ton 4e pour que tu le remettes dans le match. Et ça, c'est aussi lié à ce facteur-là où, comme t'arrives pas vraiment à envoyer le -15, le -20 dans ton match pour vraiment t'assurer la victoire, bah, t'es toujours en danger et c'est, je pense, un facteur qui sera épuisant. Et quand on regarde les matchs qu'ils gagnent, bah oui, contre Washington, ils en mettent une 30aine de points de plus. À part 3 matchs, tous les autres qu'ils ont gagnés, il y a des énormes écarts. Et voilà, tu vois, on parlait tout à l'heure de la recette, on parlait tout à l'heure de la recette d'Indiana. Mais en fait, les Hawks, ok, ils ont la 5e attaque, mais ils sont que 5 points au-dessus ils sont à 4 points et demi au-dessus de la moyenne de la ligue. Et en défense, voilà, ils sont 25e en étant aussi à peu près 4 points en dessous de la moyenne de la ligue. Donc c'est ça, c'est une équipe qui est déséquilibrée sur un déséquilibre, mais qui est juste moyenne. C'est-à-dire qu'ils sont pas assez bons en attaque pour compenser. Et ça, c'est parce que les joueurs qui ont les plus gros taux d'usage cette saison dans cette équipe-là ne sont pas très efficaces, malheureusement. C'est pour ça, moi, que j'ai pas renouvelé mon CDD avec les Hawks, les gars, c'est que j'ai l'impression que... On le dit chaque On fois. le dit à chaque fois, en fait. Non, parce que je trouve que ça s'aggrave. J'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on fait le même bilan avec les Hawks, en fait, les gars. Plus ou moins. C'est-à-dire que Non, parce la qu'il y a eu promesse... des moments où leur production offensive était suffisante pour assurer un écart. Ce qui n'est plus le cas là. Là, ils sont moyens. mais tu vois, la recette dont parlait Tom... La recette Minnesota inversée. C'est-à-dire, d'un côté, on est top 5 attaque, de l'autre, en défense, bah allez, on fait les minima. Et les Hawks ne l'ont jamais montré, sauf sur une fin de saison, ça. En fait, oui, c'est vrai. C'est là où moi, j'attends une révolution haute du côté de cette équipe. Il y avait eu l'ajout des Dejounte Murray la saison dernière, mais pour moi, le constat est un peu le même. Les joueurs sont différents, mais le constat est globalement le même. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, grâce au génie offensif de Triangle sur la passe, etc., et les qualités offensives d'autres joueurs de l'effectif, réussira à se maintenir une top 10 attaque, mais ils n'ont pas le matériel pour être une défense ne serait-ce que moyenne. Et tant que ce constat-là sera là, le seul moyen pour que ça soit viable, cette construction-là, faudrait être une attaque historique. Ils n'ont jamais eu ce genre de rendement. Donc en fait, moi j'ai l'impression qu'on est un peu sur la même... les facteurs sont un peu différents, mais on est globalement sur le même constat. C'est triste. Enfin, c'est pas que c'est triste. Puisque, effectivement, c'est une équipe qui, entre guillemets, avait déconstruit une équipe très très forte, puisque l'équipe redevenait moyenne. Et au final, de cette reconstruction-là, il y a eu une finale de conférence. Mais les Hawks n'ont jamais gagné plus de 50 matchs sous les hautes rayons. Et il y a beaucoup de choses, mais c'est une équipe, on en parle, bizarrement on en parle beaucoup des Hawks en fait, mais c'est une équipe sur laquelle il faudra s'arrêter à faire peut-être un bilan un peu plus global, parce que le post final de conf est assez intéressant. Je trouve que je l'ai toujours dit, et c'est une équipe de play-in en fait. Enfin, moi, en vrai, je suis désolé, mais ça. C'est dur. En fait, c'est dur. Je pense qu'à chaque fois, j'ai l'impression de revivre les mêmes moments là, parce que à chaque fois, on dit c'est une équipe de play-in, on dit c'est dur, et c'est une équipe de play-in. Ce qui est pas une honte, hein, parce que tu peux être une équipe de play-in en étant 7, hein, ce qui est pas déshonorant, mais c'est une équipe. En fait, ça fait 3 ans qu'on a des données comme quoi c'est une équipe de play-in. Moi, en fait, je suis arrivé au stade où je me demande ce qu'on attend. Mais on divague. Mais non, mais en soi, si on fait la liste, surtout avec un Magic beaucoup plus fort cette année qu'attendu, il y aura pas la place pour plus, hein.
C'est moins bon que les Knicks, c'est moins bon que les Cavs, c'est moins bon que les Pacers. Et puis derrière, t'as Magic, Sixers, Celtics. Ouais, non? Oui, Bucks. ce sera leur top, ce sera le mieux qu'ils puissent faire, c'est 8 et 7, ce sera difficile. C'est une équipe. Après, tu vois, c'est une équipe. Ils ont quand même été. C'est ça qui est un peu dramatique avec ces Hawks-là, c'est que c'est une équipe qui n'a pas été totalement à la rue. Alors oui, il y a eu une période assez difficile, un road trip de 5 matchs assez compliqués à gérer avec des gros adversaires. Mais tu vois, le match contre Brooklyn, il faut qu'ils le prennent. Tu vois, ces matchs-là, le match, l'orgie de points face aux Pacers, il faut qu'ils le prennent, ça, tu vois. Surtout qu'ils doivent. Non, parce que en fait, ce match-là, il défie un peu tout. Tu peux défendre le fait que les deux équipes doivent le gagner, en fait, ce match. Donc, Et voilà, et malheureusement, tu vois, la pièce tombe trop souvent du mauvais côté pour eux. Alors, d'un côté, tu peux te dire que ça peut pas continuer, mais en même temps, tu vois, pour moi, c'est pas normal qu'ils soient derrière les Nets. Et aussi, mettons un peu du positif dans le cœur des fans des Hawks. On a toujours dit que les stats dans le clutch, elles sont volatiles. Donc, il faut pas non plus trop. Mais plutôt que les stats dans le clutch elles-mêmes, c'est de se retrouver dans le clutch, qui est plutôt la chose, tu l'avais dit dès le début, Tom, qui est peut-être un peu marquante. On va terminer là-dessus. Les gars, on s'était promis de pas faire long. On a fait plus d'1h30. Bon, on a divagué. Et stratégiquement, terminé par les Hawks, quand on me connaît, c'était vraiment une idée, une piètre idée, une piètre trame. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, sur Spotify, etc., quel est votre joueur à mettre en avant, votre équipe à mettre en avant. On va garder que le positif, parce qu'on a fini sur une note un peu négative. N'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, mais également sur YouTube. Nous, eh bien, à l'heure où on enregistre, on va se reposer un peu. Ensuite, il y a la finale du In-Season Tournament. On va être honnête, on fera un bilan. On avait été dur. C'est pas si mauvais que ça. Moi, je le dirais comme ça. Faut pas qu'on soit trop conservateur. C'est pas si mauvais que ça. On va le dire comme ça. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci Madiane, merci Tom. Salut. Salut. Bon IST.